Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre production de l'interview. Dans le cadre de cette édition, nous recevons le docteur Hilaire Kamga, c'est le mandataire de l'OFORANGE. C'est une personnalité de la société civile au Cameroun et récemment, il a rédigé une lettre ouverte au chef de l'État dans laquelle il propose d'accompagner le président de la République vers une sortie du pouvoir. Avec lui, nous abordons la dernière actualité concernant la situation sociopolitique et sécuritaire même au Cameroun, marquée, on le sait, avec plusieurs faits d'actualité. Alors, docteur Hilaire Kamga, bonjour. Bonjour, et c'est avec plaisir que je vous reçois. Voilà, l'actualité au Cameroun est marquée par les manifestations organisées par des activistes camerounais de la diaspora. Ils se font appeler la brigade anti-Sardina. On a vu la manifestation du 30 juin dernier à Genève en Suisse. Quelle a été votre observation? Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ce type de manifestation à l'encontre du chef de l'État? Vous savez, on est dans un contexte assez particulier où la légitimité est remise en question et où il y a un conflit réel entre la légitimité et la légalité. M. Biya Paul, qui se prévaut de sa légalité, arbore les attributs républicains pour faire ses voyages. Mais il y a des Camerounais qui subissent ce régime depuis bientôt 35 ans, 37 ans pour d'autres, qui estiment que M. Biya Paul n'a plus la légitimité suffisante et qu'il incarne un régime qui est totalement criminel. Et justement parce que ce régime n'a pas donné de possibilités à beaucoup de Camerounais de pouvoir mettre à contribution leur talent sur le territoire national. Des milliers, des dizaines et même des centaines de milliers de Camerounais ont été depuis 1990 contraints à l'exil. L'exil qui peut être politique, même économique souvent, parce que lorsque vous n'avez pas, bien qu'ayant les compétences suffisantes, la possibilité de vous développer socialement et économiquement dans votre pays, vous êtes obligé d'aller vous chercher ailleurs et c'est l'exil économique. En tout état de cause, ils sont des dizaines de milliers de Camerounais à l'extérieur qui en ont marre de ce régime. Et que maintenant des Camerounais, ces Camerounais pour certains, s'organisent pour apporter, pour manifester, pour dire à leur manière leur désarroi. Justement, la manière, est-ce qu'elle est appropriée pour une situation où la démocratie est vraiment privilégiée? Est-ce qu'on peut encore parler de démocratie? D'abord, il s'agit de parler de deux pays. Le Cameroun, démocratie au Cameroun, non, on est en démocrature, on n'est plus en démocratie, on est en démocrature. C'est-à-dire qu'on utilise les instruments supposés de la démocratie pour manipuler pour le compte d'un seul individu, dans une démarche de dictature, la gestion d'un État. Donc la démocrature, c'est présenter une démocratie de façade, mais l'exercice d'une dictature dans la réalité. Et donc, puisqu'au Cameroun, dans cette posture-là, on ne peut pas dire que les Camerounais qui ne peuvent pas manifester au Cameroun, puisque vous savez, depuis pratiquement un an, on ne peut plus manifester au Cameroun. On en a près de 300 prisonniers qui sont là parce qu'ils ont manifesté. Alors, qu'on aille dans un pays qui est un pays neutre comme la Suisse, exprimer son mal-être en tant que Camerounais, je ne trouve rien à redire. Maintenant, il peut y avoir eu des exactions du fait que la Suisse a autorisé les manifestations à la place des Nations, que tout le monde connaît, qui en fait longe le palais des Nations, le siège des droits de l'homme des Nations Unies. Ils ont entamé l'image du Cameroun aux yeux du monde. C'est pas eux qui entestent l'image du Cameroun, puisque l'image du Cameroun est déjà froissée depuis longtemps par ce régime dictatorial, qui par des actes totalement inacceptables nous fait du Cameroun la risée du monde. Donc c'est pas les manifestations. Peut-être que ça a entaché l'image de M. Biya Paul et de sa clique au pouvoir, mais pas l'image du Cameroun. Mais Biya Paul représente tous les Camerounais. Là, il ne me représente pas, je suis désolé, puisque déjà il était en visite privée. Le communiqué qui a été rendu public, et même dans Cameroun Tribune, c'est une visite privée. Et dès l'instant il est en visite privée, il ne me représente pas à la vérité. Moi je suis républicain, tant qu'il est au Cameroun, en tant que chef d'État, il peut me représenter légalement. Il n'a plus la légitimité, mais il reste le chef d'État du Cameroun. Mais dans sa tournée en France, en Europe, il a bien fait dire par ses services qu'il était en visite privée. Et donc en visite privée, c'est ses affaires privées. Maintenant que les Camerounais, dans leur rapport à la gouvernance au Cameroun, expriment bruyamment leur position vis-à-vis de M. Biya, je trouve tout à fait normal. Maintenant, peut-être que
La Suisse quand même a fait un bon travail. Ils ont su qu'il y avait des pro-Biya, d'ailleurs très minoritaires et marginales, qui voulaient aussi manifester. On a vu des vidéos circuler pour montrer qu'il y avait des... Alors, tout pays sérieux devait créer une zone tampon entre ceux qui étaient pour M. Biya Paul et ceux qui étaient pour le Cameroun contre M. Biya Paul. Et c'est ce que la police suisse a fait. Et donc si les gens violent cette ligne tampon, naturellement, dans le cas de maintien de l'ordre, il est normal qu'on utilise des gaz lacrymogènes ou de l'eau, surtout pas des choses qui sont de nature à blesser des individus. Justement, il n'y a pas eu de blessés. Et donc en cela, il faut tirer un coup de chapeau à la police suisse et surtout féliciter ces compatriotes qui par leur acte ont repositionné la question Cameroun au centre du débat. C'est-à-dire le fait qu'on soit toujours en otage d'un chef d'État qui manifestement refuse d'aller en retraite, ça a été remis sur la table, sur la place publique, et c'est très bien. Et en cela, je vais conclure par là, par ces agents d'actes, j'apprécie cette fameuse brigade. Parce que par le passé, je n'ai pas apprécié les actions là-bas. Je suis resté cohérent, je suis un leader cohérent dans ce que j'ai à faire. J'ai dit, j'étais pas d'accord qu'on essaye d'empêcher les artistes d'aller se produire en Europe. C'était lâche de le faire. Parce que ces gars qui s'en vont se produire en Europe pour beaucoup n'ont même pas de quoi manger au Cameroun. Ils vont dans les cabarets ici pour se produire à 10 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs, quand ils ont une occasion d'avoir un sponsor qui leur paye un billet d'avion. Pour aller en Europe, ce n'est pas le cas de Nyangono, par exemple, qui est bien assez argent. Mais quand même, quand on peut avoir cette opportunité d'aller prendre ces 500 € en Europe, on doit les laisser se mouvoir, parce que ce n'est pas ces artistes-là qui sont à l'origine de notre problème avec M. Biya Paul. Si on veut maintenant questionner que les gens, parce qu'ils ont soutenu M. Biya à un moment ou à un autre, doivent être sanctionnés, il va de soi que même dans le rang de la base, de cette brigade, on trouvera des gens qui ont à un moment donné servi M. Biya Paul, y compris à des niveaux ministériels, et qui aujourd'hui se retrouvent avec eux. Et donc de ce point de vue, la sanction doit commencer à ce niveau-là. On ne doit pas créer à partir de quel moment on choisit quand est-ce qu'on doit sanctionner quelqu'un qui a soutenu M. Biya. Mais cela étant dit, c'était le passé. Maintenant, les nouvelles actions de la base visent ce que j'avais cru. Il fallait viser ceux qui, par leur complicité directe, active ou passive, participent à la perpétuation d'un système et d'un régime criminel qui ne produit que misère aux Camerounais. Et en cela, je suis d'accord qu'on ait montré que M. Biya Paul n'a plus la légitimité, bien qu'il ait la légalité. Voilà. Et on peut dire avec preuve à l'appui que ce sont des idées, c'est une manière de penser qui est proche de la vôtre. Dans votre lettre adressée au chef de l'État récemment, vous proposez de l'accompagner vers la sortie du pouvoir. Et pourtant, son mandat ne vient que de commencer, son septennat. Déjà, vous le savez très bien, je n'ai pas été à l'élection présidentielle et j'avais justifié dans une conférence de presse donnée le 18 juillet 2018 les raisons pour lesquelles je ne pouvais plus être candidat. Un, parce qu'il y avait une crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest, et à l'époque nous avons dit à l'Off-Orange qu'il n'y aura pas d'élection dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais il y aura des résultats électoraux. La deuxième raison étant que le système électoral dont je peux avoir la prétention d'en avoir une maîtrise suffisante ne permettait pas à un individu, toute chose égale par ailleurs, parce que le travail préalable n'ayant pas été fait, qu'un individu soit déclaré vainqueur vis-à-vis de M. Biya Paul. Et donc, maîtrisant cela, nous avons anticipé. Ceux qui sont allés, je les respecte, je ne veux pas questionner cela. Maintenant, M. Biya Paul a décidé de s'entêter à aller à cette élection, et aujourd'hui, il gère quelque chose de très très grave. Il me semble, au regard d'un certain nombre de constats qu'on a sur le terrain, manifestement, M. Biya Paul n'a plus le contrôle, manifestement. S'il a le contrôle, il en assume alors une autre grande responsabilité. Il y a beaucoup de choses qui nous permettent de croire que la manœuvre, on est en pilotage automatique au Cameroun, ou que la guerre des micro-entités systémiques que j'avais déjà théorisée il y a une dizaine d'années a commencé. Et donc, dans ces conditions, j'ai suggéré à M. Biya Paul, qui pouvait pour une fois être cohérent avec lui-même en essayant de mettre en application le discours qu'il avait tenu à Radio Monte Carlo. Il devait laisser un pays... S'il veut laisser un pays dans la paix et la démocratie, il a encore une chance. Une chance d'accepter que nous l'accompagnons. Qu'on lui montre la sortie. La sortie, c'est quoi? C'est quelles sont les conditions qui permettraient que les Camerounais, que son régime a maté, que l'écart entre les victimes et les bourreaux,
quelles sont les conditions pour que cet écart-là ne soit pas converti en quelque chose qui va finalement le neutraliser. J'ai rappelé à M. Biya-Paul que Omar El-Béchir est dans une situation qu'on ne pourrait pas apprécier. D'autres leaders sont partis dans des conditions inadmissibles. Son propre prédécesseur, M. Ahidjo, il est encore enterré à Dakar. Il n'est pas nécessaire que M. Biya-Paul subisse un mauvais exemple. Mais est-ce que ça peut dépendre de sa personne à lui seul, du moment où il a été élu? Cette élection a été validée par des instances compétentes. C'est quand même un mandat qui a été donné par la plupart des Camerounais. Bon, vous assumez seul le mot plupart des Camerounais. C'est le Conseil constitutionnel. Oui, le Conseil. Non, j'étais d'accord avec vous jusqu'au moment où vous avez dit que c'est un mandat qui lui a été donné par le Conseil constitutionnel. Je suis d'accord. Maintenant, par la plupart des Camerounais. Validé. Je ne sais pas. Quelle est la mesure de la validation? Dès l'instant où, quand on vous dit plupart des Camerounais, moi, en tant qu'expert électoral, je vous rappelle quand même, les Camerounais, ils sont environ 26 millions, je suis Banque mondiale. Parmi ces 26 millions, il y a environ 14 millions de potentiels électeurs. Nous avons 6,5 millions de personnes dans le fichier électoral, environ, et nous avons eu moins de 4 millions de personnes qui sont allées aux élections. Vous ne pouvez pas, sur 4 millions de personnes, par rapport à 26 millions de Camerounais, parler de la plupart, c'est en cela que nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, s'il y a eu 2 millions de personnes ou 3 qui ont été, de noms de personnes, qui ont été déclarés par le Conseil constitutionnel comme ayant été produits des enveloppes qu'on a comptées pour M. Biya, je suis d'accord avec vous parce que ça c'est au niveau de la légalité, mais il n'y a aucune légitimité de notre point de vue parce qu'avec 4 millions d'inscrits, de votants, on n'a pas de légitimité. Mais seulement je voulais dire à M. Biya-Paul, c'était l'esprit de ma lettre, c'était pour lui rappeler en fait. Vous savez, il a inauguré un nouveau principe, un nouveau mode de communication. Peut-être Mme Parme lui a dit que c'était ça qui était intéressant. Mais non, mais sur le 7, on a vu quand même qu'il a insisté par l'étude sur le patriotisme. Oui. Et donc, je me suis dit... le pardon. Et le pardon. Et le pardon. Mais je me suis dit, est-ce que vraiment, est-ce que ce monsieur est encore lui-même? Parce qu'il est encore lui-même, et comme je connais qu'il a fait des très bonnes études, et qu'il connaît ce que veut dire patriotisme dans la langue française, il me semble qu'il y a un problème. C'est pour ça que je voulais l'amener, je voulais l'aider, au cas où il ne savait pas s'il est d'accord, que je l'amène en prison, voir Maurice Kamto. Parce que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui a libéré, quand même, qui a permis qu'on récupère un territoire. Hein, même si c'était avec d'autres, il a quand même eu le leadership de Bakassi. Hein, donc, M. Biya change l'indivisibilité chaque jour pour répondre aux anglophones. Or, l'indivisibilité veut dire un territoire qu'on ne divise pas. Or, c'est divisé. Et il y a un individu qui s'est battu avec d'autres pour pouvoir permettre au Cameroun de le récupérer. Vous ne pouvez pas avoir fait cela et vous retrouvez en prison. Simplement. Et quelqu'un ne bouge pas le patriotisme. Donc, M. Biya, sûrement, ne sait pas que quand il est en prison, moi, je veux l'accompagner. Et j'ai rappelé quand même un autre ami qui s'appelle Alain Foguet, le professeur Alain Foguet. Moi, je suis témoin du fait que quand il soutient sa thèse, nous sommes à l'université Robert Schuman, c'est en 2002. Il est tellement brillant que toutes les universités françaises veulent l'avoir pour enseigner la géostratégie africaine, la géostratégie. Parce que lui, il soutient sur cette question-là de géostratégie politique africaine. Alors, mais il refuse. Il commence à enseigner, mais il refuse. Il rentre au Cameroun, il dit, ce savoir, je vais lui donner, le donner aux Africains. Et il vient, il se met à là, tous les étudiants sont contents. Et il met en place des unités de production pour aider même les chômeurs, puisque Biya ne peut pas produire autant d'emplois que nous souhaitons avoir, mais il y a des privés comme Alain Foguet, qui en tant qu'enseignant le fait, c'est un professeur titulaire aujourd'hui. M. Biya sûrement ne sait pas que ce patriote est en prison. Valsero qui lui a écrit 3 lettres pour dire, Monsieur le Président, les Camerounais souffrent, les jeunes là, écoutez-les. Ce Valsero... Mais il n'y a pas que les opposants qui sont en prison. Non, je ne veux pas savoir. Je vais lui dire, je parle du patriotisme. Je parle des gens qui, par des actes, par des faits, ont montré et prouvé leur patriotisme. Donc, au cas où M. Biya-Paul ne savait pas, je vais le conduire en prison pour les rencontrer. C'est de ça qu'il est question. Mais simplement, puisque manifestement, il est dans un système. Vous me diriez, c'est pas lui seul, mais c'est lui le système. Je revois la tête du système en tant qu'agencement d'entités. Le système, du point de vue de Biya, c'est lui le système. Et autour de lui, il y a ce que j'appelle les micro-entités systémiques, qu'il a laissé évoluer et qui aujourd'hui plombe le pouvoir. Donc de ce point de vue, c'est lui le système, c'est à lui, c'est lui que nous devons accompagner. Et puisqu'il faut le pardon, et je finis par là, il a évoqué le pardon, oui le pardon, nous le disons le Forange. Le Forange est fondé sur un mécanisme de pardon que nous avons modélisé dans notre ouvrage. Et je sais qu'il l'a lu puisque les membres du RDPC, ils ont payé en 200 exemplaires le Forange à sa sortie, pour que les groupes de travail se mettent en place pour lire. Donc ils connaissent. Donc le pardon tel que nous le pensons, M. Biya peut l'avoir. Et je suis prêt à l'accompagner dans le chemin du pardon. Mais comme je suis un adepte de Mandela, de Nelson Mandela,
qui lui a autorisé ce qu'on appelle la commission vérité et réconciliation, il a structuré 3 étapes il faut d'abord que le bourreau avoue ses crimes. Première étape, ensuite il demande pardon. Les victimes, ayant écouté cette séance-là, d'aveu, acceptent le pardon et on tend la main sur la réconciliation. Donc M. Biya doit comprendre ça, et il doit comprendre donc qu'aujourd'hui, l'accompagnement que je veux le faire, c'est de lui dire, tu dois organiser une transition. Il faut nécessairement une transition politique. Parce que si tu ne l'organises pas, on l'organisera à ta place et à tes dépens. Si tu ne l'organises pas, on va te chasser. Et on va organiser ça comme ça a été fait au Burkina Faso, au Niger. Tandja sait de quoi je parle. Tandja au Niger, je vais dire. Il sait de quoi je parle. Notre ami Traoré au Mali, il sait de quoi on est en train de parler. Compaoré à Burkina Faso, il sait de quoi on est en train de parler. Ben Ali en Tunisie, c'est de quoi on parle. Donc, nous lui donnons la possibilité d'organiser lui-même la transition. Parce qu'il faut une période de transition d'environ 3 ans qui permette que nous on repense le Cameroun. Qu'on mette en place des mécanismes de rapprochement des Camerounais. Vous voyez le tribalisme qui est en train de prendre l'ampleur au Cameroun. Si on ne met pas un cadre par lequel on va essayer de rapprocher les positions des communautaires, ça ne va pas donner. Donc il faut déjà que cette transition soit acceptée. Si M. Biya veut sortir par la porte, tel qu'il a pensé à Monte Carlo, alors nous sommes prêts à lui donner cette chance d'être l'un des acteurs de la transition. Et pendant cette transition, qui va durer maximum 3 ans, nous allons non seulement réconcilier les Camerounais, donner la possibilité qu'il aille faire sa retraite, pardonner, mais créer des institutions pour la nouvelle République. S'il ne veut pas écouter tout cela, il n'y a pas de souci. Ça se fera contre lui. On ne pourra pas atteindre la fin de son septennat, son nouveau septennat. Bah, je crois que vous êtes très stoïque, peut-être vous-même. Vous êtes des bons journalistes. Mais je ne suis pas sûr que je vais supporter Biya pendant 5 ans encore, c'est pas possible. Pas Biya, le système qui est là. Vous ne pouvez pas avoir un système qui étouffe. On ne circule pas, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Mais nous sommes quand même dans un état de droit. Il y a un mandat qui a été validé et reconnu même sur la place internationale par d'autres pays. Il faut quand même qu'on respecte le dit mandat. Je suis d'accord. Je suis un légaliste. Mais un peuple qui a faim, qui est étouffé, à un moment donné explose. Et je ne serai pas capable d'arrêter mon peuple qui aura, à un moment donné, estimé qu'il en a marre. Et comme chaque jour qui passe, on voit des provocations supplémentaires, il y aura forcément un seuil à partir duquel aucune force ne pourra faire résister le peuple. Pas même les pourparlers qui viennent d'être engagés par le gouvernement suisse dans le cadre de trouver un dialogue inclusif entre le gouvernement camerounais et les séparatistes anglophones. On traite là de 2 questions différentes. Hein. Oui, là, c'est une autre question. Le dialogue inclusif, parce qu'il faut aussi que vos téléspectateurs qu'on s'accorde. Le dialogue inclusif est une revendication. Les négociations entre les protagonistes de la guerre, c'est une autre. Donc si on fait un mélange déjà, ça ne donne plus. Et j'ai comme l'impression que l'opinion camerounaise est emballée par un traitement médiatique qui met tout dans le même panier. Non. On voit d'un côté le gouvernement, de l'autre côté les séparatistes. Il vous souvient que dans le cadre de l'OFORANGE, nous avons fait une conférence pour rappeler notre position sur la crise anglophone. Et on a rappelé que ça devait, il faut nécessairement le dialogue. Mais nous avons pensé qu'il fallait 3 phases du dialogue. Il y a une phase du dialogue qui doit être d'abord celle où les anglophones eux-mêmes choisissent un leadership pour discuter avec les francophones. Et la deuxième phase, c'était un dialogue direct entre la République, les représentants de l'État du Cameroun en tant qu'État et les représentants des mouvements sécessionnistes qui revendiquent la sécession. C'est une réalité, il fallait accepter cela. M. Biya a dit Valère. Et la troisième étape, c'était dans le dialogue inclusif entre tous les Camerounais. Maintenant, il y a une négociation à Genève. À l'OFORANGE, nous avons, et vous allez lire le communiqué dans les prochaines heures, oui. Nous donnons notre appui total et notre soutien à cette initiative de dialogue. Cela n'empêche pas qu'en même temps, l'initiative engagée par le cardinal Toumi ici doit être accompagnée pour permettre au-delà de la diaspora anglophone qui est en négociation, que l'ensemble des forces anglophones puissent se retrouver et structurer, et impacter les négociations de Genève. Parce que si de manière endogène, il n'y a pas une dynamique qui impacte localement les résolutions de Genève, ça ne donnera pas. C'est une chose que d'être un leader sécessionniste qui dirige un des courants, un des groupes armés sur le terrain. Mais il faut noter que la gestion faite de la guerre
lorsque M. Biapol a dit c'est la réponse militaire qu'il faut en lieu de place de dialogue contre. Il a fallu attendre 3 ans et qu'il y ait des milliers de morts pour qu'il... Ces mouvements, les différents mouvements sécessionnistes qui sont en train de négocier, mouvements au fond qui sont en train de négocier, sont représentants des groupes armés du terrain. Mais la gestion de la guerre a fait naître d'autres groupes qui ne sont pas sous contrôle des dirigeants des autres groupes. Donc il y a une industrie de la guerre qui est née, et donc on doit agir sur les leaders qui commandent les mouvements connus, à travers lesquels ils assument ce qui se fait par leurs en-têtes et par leur organisation, mais aussi donner une chance à l'émergence, à la reconnaissance au niveau endogène d'un leadership de négociation. Donc j'estime qu'on est à une phase de négociation, on n'est pas encore au dialogue. On est dans les négociations de cessez-le-feu ou de paix. Parce que le dialogue lui-même, le dialogue lui-même doit pouvoir être assorti de préalables nécessairement. Justement, les leaders anglophones ont parlé du cessez-le-feu, la libération des prisonniers. Arriver à un dialogue direct, on doit forcément arriver à ça. Personne dans le monde, contrairement à ce qu'on a entendu, ne donne pas un élément historique, un fait historique qui puisse me dire le contraire. Infirmer ma position. Aucun mouvement de libération ou militaire ou armé n'a jamais déposé les armes avant de négocier. Puisque c'est contraire même à la logique. Vous ne pouvez pas avoir pris les armes contre un adversaire et demain, sans avoir la garantie que votre vie ou votre liberté va être sauve, vous déposez les armes pour aller négocier. Mais si on a fini là, on vous arrête. Ça se passe comment? Donc on a toujours les armes, on obtient un minimum de conditions et on dépose les armes ensuite sous la supervision d'un tiers parti, c'est-à-dire d'un médiateur ou d'une force d'interposition reconnue. Donc on ne peut pas demander aux sécessionnistes ou aux mouvements qui se battent dans ces régions-là de déposer les armes. Ça veut dire qu'on ne veut pas négocier. Soit on accepte qu'on veut négocier, et dans ce cas on dit ok, quels sont les préalables exigés de part et d'autre? Ok, les gars vont déposer les armes, quelles sont les garanties qu'on leur donne? Est-ce qu'on leur donne une amnistie générale? C'est consigné et garanti par quel... Or, c'est pour ça que la médiation internationale s'est avérée nécessaire. Parce que qui va être la caution de l'exécution des garanties offertes par le pouvoir de Yaoundé, qui régulièrement clame que c'est la force qu'il veut? Il faut bien quelqu'un qui est externe et qui a les moyens de coercition sur le régime de Yaoundé, qui dise je ne me porte garant. C'est pour ça qu'il faut apprécier l'initiative suisse dans le cadre des négociations entre le pouvoir de Yaoundé et les représentants des groupes armés qui sont sur le terrain. Mais on n'en est pas encore au dialogue. Parce que le dialogue, qu'il soit... Même si on sait qu'avant le gouvernement suisse, il y a eu d'autres acteurs, notamment sur le plan local, les évêques du Cameroun, du temps où Monseigneur Samuel Cléda était à la tête du conseil épiscopal, le conseil national épiscopal. Et il y a également le SDF, qui a proposé la médiation de son président national, mais ces propositions sont restées lettres mortes auprès du pouvoir de Yaoundé. Est-ce qu'avec cette initiative suisse, pensez le gouvernement camerounais sera disposé, favorable à cette démarche-là? Non, le problème c'est celui-ci, même sur le plan historique. Il faut rappeler que dans une mission internationale, on m'a demandé si... le pouvoir de Yaoundé rappelait partout aux diplomates qu'il n'était pas possible de dialoguer avec la partie anglophone parce qu'on ne savait pas qui était l'interlocuteur. J'ai dit c'était faux. Et j'ai proposé un modèle de négociation. Il fallait simplement prendre les deux personnes les plus âgées et les plus respectées dans les deux régions, c'est-à-dire monsieur le cardinal Christian Toumi, pour la région nord-ouest, qui est en vers 100 ans aujourd'hui, et qui est considéré pour certains comme proche des forces non du pouvoir, anti-pouvoir entre guillemets. Et de l'autre côté, on prend Chief Moukete, qui est l'URDPC, qui a la cinquantaine son nez et qui n'attend plus rien. Ces deux personnes, on leur demande à chacun, proposez-nous 15 personnes au nord-ouest et au sud-ouest. Vous aurez 30 négociateurs sur la table qui auront l'assentiment de leur base. Donc, l'hypothèse d'interlocuteur n'était pas valable. Mais simplement, l'extraversion stratégique du régime de Yaoundé, et c'est normal pour tout régime néocolonial, c'est-à-dire que c'est l'extérieur, c'est quand l'extérieur est là que ça marche. Cette extraversion ne permettait pas que Yaoundé puisse apporter du crédit à toute initiative de médiation locale. Et donc, il fallait une initiative de médiation internationale. Et nous apprécions, il faut donc apprécier l'initiative suisse aujourd'hui, en espérant que Yaoundé, bien entendu, va respecter ce qui aurait... Parce qu'en fait,
Yaoundé n'a d'ailleurs pas le choix, il faut le dire. Vous savez, dans la guerre, c'est le rapport de force. Et on aura beau se bomber le torse à Yaoundé, parce qu'on gouverne à partir de Yaoundé, celui qui donne les mots d'ordre et que ça marche, lundi, il n'y a pas, on ne travaille pas dans les zones du Nord. C'est la réalité. C'est ça qui est la vérité. Toute autre chose, c'est de une fiction. Donc, ceux qui donnent les mots d'ordre et que ça marche, c'est ceux qui ont le pouvoir là-bas. Hein? Puisqu'ils arrivent à lever les impôts et où. Mais en attendant, il dit que les mots d'ordre, c'est eux seuls qui donnent. Et ça marche. Les mots d'ordre de pouvoir ne marchent pas. Donc, le rapport de force est en leur faveur. Donc, si vous ne pouvez pas faire inverser ces rapports de force de terrain, vous ne serez pas en position de force pour négocier. Donc, il faut que le pouvoir démontre sa bonne foi pour dire, enfin, nous, on a compris qu'il faut négocier. Hein, et que tout doit être mis sur la table. Y compris même la sécession. Y compris parce qu'il faut mettre tout sur la table. Mais non, chaque négociateur, chaque parti a une négociation, mais c'est des idérateurs au niveau les plus élevés. Et chaque protagoniste à une négociation doit être prédisposé à céder un certain nombre d'éléments lors des discussions, sinon on n'est pas en négociation. Donc la revendication séparatiste, c'est-à-dire la séparation, la sécession, est une revendication maximaliste. Et je pense que même les anglophones eux-mêmes, les leaders anglophones, on sont dans une prédisposition à accepter ce qui aurait dû être accepté depuis longtemps, c'est-à-dire un fédéralisme, même renforcé. Ça ferait quoi qui qu'on ait même sur un fédéralisme sur 2 régions, même sur 2 pays, comme avant, que la région Saoulin-Cameroun redevienne un État fédéral. Et que ça soit, quel est le problème? Est-ce qu'on ne va pas contaminer les autres régions à revendiquer leur... Pourquoi vous posez les problèmes en termes de région? Nous avons des entités historiques qui ont une histoire. Hein? Est-ce que l'Ouest, qui est ma région, a une histoire de... Il était ailleurs avant de revenir? Il n'y a pas. Donc il ne faut pas qu'on essaye de globaliser ce qui n'est pas globalisable. C'est cette tentative de globalisation et de généralisation qui empêche de regarder de manière froide, de manière distante, la réalité du terrain et de comprendre que les frères anglophones qui sont en train de se battre ont une part de raison. Ils sont marginalisés. Il est évident que les problèmes de gouvernance, on les a partout dans toutes les régions du Cameroun. Il est évident que les problèmes de sous-scolarisation, on les a partout. Mais simplement, je n'ai pas le même regard. Moi, qui par exemple, dans ma jeunesse, si nous sommes 2 enfants, chaque matin, j'ai sur ma table du jambon, du camembert et des saucissons, et toi, tu as sur ta table des beignets, des haricots et puis des bouillies. Si on nous prive de repas, on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas le même problème. Ta revendication ne sera jamais la mienne, puisque nous deux, on aura faim. Mais j'aurai faim parce que je ne peux pas comprendre que du jour au lendemain, tout ce que j'ai là, je n'ai pas. Alors que toi, tu avais un minimum. Donc, les anglophones avaient ils ont un problème que les autres régions n'ont pas. Et c'est base de ce problème historique qu'ils sont en train de faire des revendications, qui n'ont rien à voir avec les autres revendications. Donc, je suis contre ceux qui veulent globaliser la gestion de ce problème. J'ai dit, ma région de l'Ouest n'a pas le même problème. Pourtant, on a des problèmes, il y a des localités qui sont très mal loties. Hein? Donc, la région du centre n'a pas le même problème. Pourtant, ici, à moins de 50 km de Yaoundé, dans cette région du centre, il y a des zones où, quand il pleut, en saison pluvieuse, il y a un cadavre là-bas, on doit attendre ici à l'hôpital pendant 3-4 semaines pour attendre que la saison de pluie finisse, pour qu'on puisse arriver, parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a que des pistes pour y arriver, on est dans le centre. Même ici, en plein territoire, ici à côté d'Obala. Hein, à côté d'Obala, vous avez des régions inaccessibles. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont moins lotis que des régions nord-ouest et du sud-ouest. Mais on n'a pas les mêmes problèmes. Donc, évitons de globaliser. Alors, docteur Hilaire Kamga, on va sortir par cette question. Il y a la base qui reste très déterminée à nuire aux actions du gouvernement depuis l'étranger. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'agir de manière plus respectable tout en restant pertinent? Bon, déjà, votre question insinue que leur action est irrespectable. Du moment où ils s'attaquent aux institutions. Je ne sais pas de quelles institutions parlez-vous. Qu'est-ce que vous avez... Quelqu'un en visite privée, ça nous devient une question d'institution. Il reste un chef d'État. Mais je suis désolé, il reste un chef d'État. Maintenant qu'il amène son régime à se comporter mieux et ne pas produire autant de personnes qui vont en exil. Hein, c'est ça le problème. Donc voilà. Je crois qu'à une certaine force, il faut répondre par une autre forme de force. Je ne sais pas, les mots ne sont pas de moi, c'est d'un certain qui se soit à l'époque qui disait à la force estudiantine, à la violence estudiantine, il faut répondre par une autre violence estudiantine. Hein, comme pour mater nos amis quand les parlements estudiantins. Donc, mais M. Biya ne donne pas la possibilité aux autres de faire autrement. Vous pensez que
ceux qui ont décidé de manifester chaque jour, quand ils sont seulement arrêtés et être gardés dans les prisons, vous pensez que ça encourage les gens? Monsieur, en prison, là, c'est des avocats. En prison, là, c'est des huissiers de justice. J'ai des familles que je suis obligé de prendre en charge aujourd'hui parce que mes cousins qui sont retrouvés arrêtés pour rien. On est venu à sauce là-bas dans un bar arrêter les gens qu'on a mis directement en prison. Les enfants de ces familles-là sont obligés de venir demander la subsistance chez moi. Vous pensez que les autres cousins qui sont en Europe vont être contents quand ils vont voir un représentant de ce système-là là-bas? Non, pas du tout. Quand vous produisez la méchanceté, attendez-vous à recevoir de la méchanceté. Aussi simple que ça. Donc, si M. Biya veut que ça change, il doit changer lui-même de comportement et de logiciel de pensée. Pour autant, je ne sais pas, certaines revendications ont leur raison d'être. Parce que l'élection présidentielle est passée. Hein, je ne suis plus sur le rôle d'homme électoral, ça c'est une autre histoire. Hein, je suis pas, ça n'existe plus pour moi. On doit aller vers l'avant et préparer la transition politique qui va se faire de manière inclusive avec l'ensemble des forces qui se battent et non avec un individu ou un groupe d'individus. Aucun parti ou aucun individu ne peut s'arroger le leadership de la transition ou de la révolution au Cameroun. Aussi simple que ça. Docteur Hilaire Kamga, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à cette autre production de l'interview. Retrouvons-nous très prochainement sur cette même antenne.